Bonjour Raymond Poil. Bonjour bien sûr à Auxerre TV et tous les internautes. Pourquoi avez-vous tenu à faire de la pédagogie et à informer les citoyens sur la thématique de l'hydrogène, vous en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'homme d'expérience dans le domaine des énergies, puisque vous avez travaillé et servi EDF et Gaz de France? Oui, je pense que tout citoyen doit avoir assumé ses responsabilités. Les projets que j'ai eu à conduire à EDF et à GDF m'ont amené à avoir une expérience certaine, pour ne pas dire une certaine expérience. Bon, j'ai été pendant une vingtaine d'années responsable de grands projets donc, au niveau de Gaz de France. Bon, j'ai fait un parcours EDF et GDF. Mais c'est sur donc, le GDF, les 20 dernières années, que j'ai mené les plus grands projets qui ont été conduits. Le premier, ça a été un projet informatique sur lequel il s'agissait de faire converser des bases de données nationales avec la micro-informatique. Vous voyez, c'était dans les années 1980-82, le lancement de l'informatique. C'était un projet très important qui a pris donc pas mal de temps, mais qui s'est bien terminé et qui a été, je veux dire, pionnier dans ce domaine. Le deuxième grand projet que j'ai été amené à réaliser, ça a été les réhabilitations des sites industriels pollués. Alors pourquoi? Bien, tout simplement, Gaz de France produisait du gaz, mais distillé pour se faire de la houille. Et donc il y avait des usines à gaz dans toutes les grandes villes en particulier. Et lorsque l'on distillait la houille, il y avait des résidus. Et ces résidus étaient stockés dans des cuves, mais des cuves qui étaient parfois énormes. Par exemple, je me souviens, Lyon, c'était une cuve dans laquelle on aurait presque pu mettre l'Arc de Triomphe. Donc ces résidus étaient stockés, mais pourraient être quand même utilisés, employés dans la chimie. Donc c'était les bases de la chimie. Et par le réseau d'entretien des routes et de goudronnage des routes. Mais quand ces usines à gaz se sont stoppées, lorsque le gaz naturel est arrivé, on a arrêté l'usine, et puis on a démonté les tuyaux, etc. Mais les cuves, on les a oubliées. Mais ces usines à gaz, elles étaient à la périphérique des villes. Mais bien sûr, pour les années sont passées, elles se sont retrouvées au cœur des villes. Et bien sûr, ces grands terrains qui étaient des friches industrielles voulaient être utilisés. Et donc, en particulier, un des premiers projets d'utilisation d'un terrain, c'était à Nantes. Et quand les pelleteuses sont venues sur ce terrain, ils ont donc fouillé et hop, ils sont tombés dans les cuves. Bien sûr, démoli les murs, à côté passait un ruisseau, le goudron, etc. est parti sur le verre, c'est parti sur la Loire, avec bien entendu les effets sur les poissons, etc. Et donc ça a provoqué un désastre écologique. Un désastre écologique, on peut dire. Et donc, France Ouest en a fait une première, ça a eu une répercussion nationale. Et donc, face à ça, Gaz de France a pris la décision d'assumer son passé industriel. Mais par contre, quand en assumant cela, mal mesurer les conséquences que ça pouvait avoir. Et on les a mieux mesurées lorsqu'il y a eu la construction du Stade de France, puisque le Stade de France se trouvait sur les terrains d'une ancienne usine à gaz. Et donc, les terres qui étaient polluées, pour les traiter, les enlever, il n'y avait qu'un seul moyen, c'était de les emmener brûler, se faire brûler. Mais ça coûtait des sommes énormes, phénoménales. Et bien entendu, il faut savoir que la Gaz de France, des sites industriels de ce type, elle n'en avait plus d'un millier. Donc vous voyez les conséquences financières que ça pouvait imposer. Et donc, c'est là la mise en place d'un projet de réhabilitation des sites sur lesquels donc, j'ai été amené à travailler
et donc à construire avec toute une équipe, bien entendu, avec l'école des mines de France, l'école des mines, avec l'ADEME, avec le ministère de la Santé et de l'Écologie. À cette époque-là, c'était Madame Corinne Lepage qui en était la ministre, et donc a lancé ce projet. Donc j'ai conduit ce projet pendant 3 années. Donc ce que nous avons réussi à faire, c'est de trouver un process qui permettait d'enlever justement les hydrocarbures qui se trouvaient dans le sol, en travaillant avec des enzymes qui permettaient justement d'autodétruire donc les enzymes gloutons. Voilà, ce sont des enzymes gloutons. Alors le travail, ça consistait à faire donc le décapage, mettre des terres en andin avec bien entendu de la paille. On envoyait en même temps bien entendu de l'oxygène pour pouvoir bien aérer, et donc les enzymes travaillaient et la terre était débarrassée. Donc c'était ce projet qui a été utilisé. Il a été reconnu donc nationalement, et donc ensuite il a été donc repris bien entendu, puisque nous travaillions avec le ministère de la Santé et de l'Écologie, et ça s'est traduit par une convention entre Gaz de France et le ministère pour que ce processus de réhabilitation soit fait. Je peux même préciser que avant de faire des économies, nous nous étions aperçus qu'en définitive, ces déchets étaient des goudrons. Et par nature, le goudron est hermétique. Donc, lorsque sur les terrains, ils produisaient des gangs dans lesquels il y avait ce goudron, il ne fallait surtout pas y toucher. Pour la bonne raison, c'est que, étant totalement hermétique, l'autre passe à côté, rien ne se diffusait à l'extérieur. Donc, l'intelligence voulait que sur les sites qui allaient être utilisés, la plupart du temps pour construire des immeubles ou autres, eh bien c'était de faire la construction sur les terrains qui étaient bien entendu réhabilités, et ces emplacements où il y avait ces gangs, on en faisait des parkings, et comme ça on laissait les choses tranquilles, ce qui permettait bien entendu d'avoir de bons résultats écologiques, et en diminuant bien entendu les coûts. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet que j'ai conduit. Le troisième grand projet, parce que j'en ai eu d'autres, mais le troisième grand projet, je m'arrêterai, c'était l'utilisation du gaz naturel pour faire fonctionner les véhicules. Donc ce projet, c'était un projet important également, qui a demandé plusieurs années, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, plus d'un bus sur 2 fonctionne au gaz naturel véhicule, donc ce qui prouve que ça a été une réussite. Et d'ailleurs, ce projet m'a valu d'avoir, et j'en suis fier, la récompense en étant nommé chevalier de l'Ordre national du mérite. Donc, vous voyez, donc un passé quand même dans ce domaine qui me permet, je pense, d'avoir une petite autorité sur ce domaine. Surtout qu'en ayant travaillé sur le gaz naturel, j'ai bien entendu travaillé sur l'hydrogène, parce que nous nous orientons également vers l'utilisation donc de ce produit pour, bien entendu... oui, vous dites produit parce que c'est pas une énergie en fait, c'est un vecteur. L'hydrogène est un vecteur d'énergie, oui, tout à fait, c'est exact. Voilà. Oui. Alors, vous habitez Migène, le vieux Migène, et vous c'est pas avez... vieux Migène encore, je suis juste à la limite des deux. Ah ouais, d'accord. Et vous avez, chez vous, expérimenté, vous aviez une voiture. Bien sûr, j'ai eu chez moi. Pendant les années d'expérience. Oui, c'était, je peux vous dire précisément les années, c'était de 1989 jusqu'en 1992. Vous voyez, et donc j'ai eu un véhicule, une Fiat, qui fonctionnait au gaz naturel. J'avais un compresseur chez moi, et je faisais mon plein chez moi de gaz, et je roulais, et j'avais une autonomie avec ce véhicule de 800 à 900 km, puisqu'il y avait d'une part le plein pour de l'essence, et le gaz naturel véhicule. Ouais. Et de manière automatique, dès que le gaz naturel était utilisé, la réserve, eh bien, on passait sur l'essence. Et donc, je faisais le plein chez moi en rentrant le soir. Alors, ça a été un échec pour les transports en commun, les bus, mais ça a été un... Non, ça a été une réussite pour les bus, oui, les transports en commun, mais un échec c'est pas un échec pour les voitures. Il n'y a pas de voiture qui roule au gaz naturel. C'est pas un échec. Je ne dirais pas un échec. Le problème, c'est que quand ce projet a été lancé, il fallait bien entendu être accompagné par les constructeurs automobiles.
pour pouvoir avoir des véhicules qui fonctionnent et qui soient prévus pour fonctionner au gaz naturel, plutôt que d'avoir des adaptateurs. Bon, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'ai rencontré, bien sûr, les responsables de la construction automobile, et qu'ils travaillaient sur les projets de développement de l'utilisation donc, du diesel, mais en produisant le moins possible d'émissions de particules fines. Donc ils avaient investi considérablement dans ce domaine et ils n'étaient pas prêts à investir sur le gaz naturel. Donc ça a été mis en stand-by. Mais par contre, ils étaient prêts avec des véhicules industriels, en particulier les autobus. Donc on a réorienté le projet sur ce domaine, alors en travaillant d'ailleurs en premier avec la ville de Poitiers, et ensuite après avec la régie de métro de Paris. Et là, nous avons donc bien sûr développé ce processus qui, comme je me le répète, fonctionne aujourd'hui, puisque vous avez plus d'un bus sur 2 qui fonctionne au gaz naturel. Alors parallèlement, vous avez été administrateur, au moins pendant 14 ans, à Gaz de France. Oui. Ce qui vous a donné quand même un poste d'observatoire et une vision des problématiques et du travail et des chantiers. Oui, je veux dire que ça me gêne un petit peu de parler, mais j'ai eu un parcours atypique donc, au sein d'EDF et de GDF, puisque j'ai été embauché à EDF en 1962 comme ouvrier électricien. Et par, bien entendu, différentes, j'allais dire, opportunités qui se sont produites dans ma carrière, j'ai eu un ascenseur social très important où je me suis retrouvé à la tête de responsabilités, en particulier dans le fonctionnement des organismes statutaires d'EDF et de GDF, puisque j'ai été secrétaire de la Commission supérieure nationale du personnel, j'ai été secrétaire du Conseil supérieur consultatif des CMP, donc c'est le comité mixte à la production. J'organise le fait d'être secrétaire, je siégeais dans les organismes donc, de chacune des directions d'EDF et de GDF, pour la production thermique, pour la recherche, pour la distribution, que ce soit pour le gaz et l'électricité. Et donc, ce qui m'a permis de connaître véritablement EDF et GDF dans les plus fins détails, en tant qu'opérationnel, mais en même temps, donc, en étant dans des responsabilités plus importantes. Et en effet, en 1982, il y a eu donc une loi sur la démocratisation donc, de l'établissement public, qui a permis que les représentants du personnel soient élus. J'ai donc, dans ce cadre-là, donc, été animé une liste, et donc j'ai obtenu une large majorité, puisque près de 70% des ouvriers employés ont voté pour ma liste, et plus de 50% pour les cadres. Et donc, je me suis retrouvé administrateur donc, de Gaz de France pendant 4 ans, et on m'a également confié la responsabilité de la présidence de la Commission des Affaires Générales de Gaz de France. Voilà. Vous avez également eu des mandats au niveau mondial. Oui, bien sûr, j'ai eu des responsabilités à ce titre-là. Oui, auprès de... C'est la Banque mondiale ou c'est le... Alors, j'ai en effet travaillé pour la Banque mondiale en étant choisi comme expert pour le développement et la réhabilitation de la distribution de l'électricité. J'ai en particulier travaillé pour les territoires d'outre-mer, pour l'île Maurice, où je suis intervenu pour la réhabilitation et le développement de réseaux de distribution. Alors voilà, on revient à l'hydrogène et à la première question, ou plutôt à la deuxième partie de la première question. Pourquoi avez-vous cru nécessaire ou avez-vous eu envie de faire de la pédagogie à travers un article que nous avons publié et qui a été très lu, alors que ce n'était pas forcément évident, intitulé « L'hydrogène à Auxerre », donc qui se voulait neutre d'une certaine manière et ne cherchait pas à pointer du doigt tel ou tel aspect. Pourquoi vous avez voulu faire ça? Alors, en tant que citoyen, parce que là vous êtes retraité, c'est une démarche citoyenne,
Là, on a compris quand même d'où vous parliez et qui vous étiez pour parler. Donc, qui impose quand même le respect et l'écoute. Vous avez des compétences et une forme d'autorité pour en parler. Parler de l'hydrogène à Auxerre, qui arrive à Auxerre, après 2 ans de retard, au niveau des bus, puisqu'il devrait y en avoir 5, 4 ou 3 inaugurés d'ici l'automne, qui vont fonctionner à l'hydrogène. Encore faut-il que soit créée une station d'hydrogène, station de stockage, Tout à fait. qui sera rue de la... Une station de production et de stockage. Oui, production et stockage, rue de la Turgotine, sur la friche des anciens établissements Shell. Voilà, donc voilà une forme également de réhabilitation. Je ne sais pas s'il y a de la pollution. Il faudra peut-être... mais enfin... Alors voilà, pourquoi? Parce que c'est une démarche personnelle et qui donc a fait sens. Voilà. Vous êtes un lanceur d'alerte? C'est parce que je pense que le choix qui a été fait pour l'hydrogène, c'est un bon choix. Donc c'est un bon choix dans la période actuelle. Mais un choix qui aujourd'hui est dans une phase qui est une phase, j'allais dire, transitoire. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'hydrogène est produite en majorité par vaporéformage. C'est-à-dire que, en définitive, vaporéformage. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on utilise la plupart du temps, c'est du gaz naturel, hein, que l'on transforme en hydrogène. Mais par contre, ça contient beaucoup de méthane. Et donc, autrement dit, la production de cette forme produit beaucoup de CO2. Pour vous donner un ordre d'idée, la production mondiale d'électrogène, ça représente la quantité de CO2 du Royaume-Uni et de l'Indonésie réunis. Vous voyez, donc autrement dit, c'est pas la meilleure façon de faire. D'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, les instances gouvernementales ont décidé, donc en 2013, de lancer un projet justement pour les énergies renouvelables, dont l'hydrogène. Et d'ailleurs, c'est le premier pays qui a lancé un tel projet. C'est pour vous dire que là, sur ce plan, nous ne sommes pas en retard, loin s'en faut. Dans ce projet était incorporé, bien sûr, le problème de l'hydrogène. Mais dans ce domaine, il faut savoir que la meilleure façon quand même de produire de l'hydrogène, non carboné ou moins carboné, c'est de l'hydrolyse. Comme c'est prévu à Auxerre. Alors, normalement, de ce que j'ai pu comprendre, c'est bien ce qui est produit à Auxerre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette technique-là, elle n'est pas encore à son apogée, elle est tout à fait à ses débuts. Il y a de multiples projets. D'ailleurs, pour ce faire, il y a eu des décisions qui ont été prises, d'ailleurs là, en 2018, pour injecter d'ailleurs 2 milliards de francs pour accélérer le processus d'euros. Vous voyez, c'est mon âge qui me fait revenir au franc. 2 milliards d'euros. Et donc, en ce moment, il y a de multiples projets qui sont en train de se développer par des start-up, mais également par de grandes entreprises. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, on est sur le point de mettre industriellement des process qui vont être des rendements beaucoup plus conséquents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec le vaporéformage, on a un rendement, c'est-à-dire entre l'énergie consommée et l'énergie qu'on retrouve après en faisant de l'hydrogène, on n'a que 60%. C'est-à-dire qu'on a une perte de 40% d'énergie. Donc ce qui n'est quand même pas des mieux. Or aujourd'hui, vous avez 2 projets qui sont très en avance, donc au CEA et aux États-Unis, où par des process tout à fait différents. Alors, je ne voudrais pas rentrer trop dans la technique, oui, non, mais c'est en utilisant des systèmes d'hydrolyse, mais en mélangeant en même temps des processus chimiques, où on arrive à des rendements de 90%. Bon, et ces projets-là vont sortir dans les, peut-être, je pense, 3-4 années à venir. Donc, je me dis aujourd'hui, Auxerre prend ce projet.
juste au moment où on est sur... Parce que l'électrolyse qui risque d'être mise en place, si elle est mise en place dans les années qui viennent, ça sera sur les anciens processus. Ça sera pas une hydrolyse performante. Je ne le pense pas, je ne le crois pas. Donc autrement dit, on va être sur des rendements qui vont être pas très importants en plus. Et c'est là que je veux revenir. Quand on parle, on dit mais pour que ce soit performant, il faut que ce soit des énergies renouvelables qui permettent justement de diminuer le nombre de carbone envoyé dans l'atmosphère. Ce fameux CO2 suspendu au-dessus de la tête de l'humanité. Parce qu'il faut prendre toute la chaîne. Il ne faut pas prendre simplement. Il faut prendre donc d'abord l'électricité qui va falloir nécessaire pour produire l'hydrogène. Ensuite, après de l'hydrogène, on repart sur une puise à combustible qui va convertir l'hydrogène en électricité. Vous voyez bien, ce cycle-là, à chaque fois, on perd. Donc, c'est pas très performant. Donc, dans le projet qui risque d'être là actuellement, c'est ce qui risque de se produire. Bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'éolienne. Donc, et puis, non seulement ça, même l'éolienne seule ne peut pas produire de l'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'électrolyse ne peut pas être interrompue dans son cycle de production. Donc, il ne faut pas oublier que les éoliennes, elles fonctionnent quand il y a du vent. Quand il n'y a plus de vent, ça s'arrête. S'il n'y a plus ça s'arrête, il n'y a plus d'électricité. Et ça, c'est pas possible. Donc, il faut bien qu'il y ait une alimentation complémentaire pour pouvoir assumer une alimentation électrique continue. Donc, aujourd'hui, les énergies renouvelables, ça représente à peu près, entre 20 et 25% de la production totale de l'énergie. Le reste, c'est du nucléaire. Le restant, en France... Qui va baisser, qui est appelé à baisser. Le restant, c'est du nucléaire. Donc, le nucléaire, bon, ça ne produit pas de carbone, mais il y a bien sûr les déchets qu'il faut stocker. Déchets nucléaires. Il faut enterrer les déchets nucléaires, qu'il faut enterrer, etc. Donc, quand on fait quand même le calcul, quand on parle d'écologie renouvelable durable, ça pose question. Voilà. Alors, vous allez dire, mais tout ça c'est pessimiste. Non, moi je pense que donc ce projet d'Auxerre, il faudrait qu'il se fasse. Mais par contre, moi ce que je conseillerais, c'est que c'est un projet fort complexe. Fort complexe dans sa réalisation, mais fort complexe dans son exploitation. Il ne faut pas oublier que l'hydrogène, c'est un gaz très, très, très léger. Donc, de ce fait, très inflammable. Il ne faut pas oublier qu'il sera stocké à des pressions qui sont très importantes. Les pressions d'utilisation varient entre 60 et 700 bars. Donc, si vous avez un moindre défaut sur une canalisation, sur une vanne, sur autre, vous pouvez, si peu que ce soit avoir une inflammation, produire une explosion. Je vais prendre l'exemple. Bon, tout le monde a en tête de fameuses explosions du Zeppelin. Le Zeppelin, qu'est-ce qui s'est produit? Voilà, le Zeppelin... On va préciser quand même pour la nouvelle génération... C'était un ballon... Voilà. C'était un ballon dirigeable. Un grand ballon... C'était un grand ballon dirigeable puisqu'il pouvait transporter plus de 100 personnes. Donc ce grand ballon dirigeable avait bien entendu une ossature métallique et une toile, bien sûr hermétique, étanche, dans lesquelles, bien entendu, on emmagasinait de l'hydrogène, et l'hydrogène étant 11 fois plus léger que l'air, hop, on emmenait, et une petite propulsion électrique derrière, et on faisait avancer le ballon. C'était formidable. Le seul problème qu'il y a, c'est que l'accident qui s'est produit, c'est le suivant. C'est qu'il s'est produit au moment de l'atterrissage du ballon. Ben pourquoi? Parce que quand le ballon traverse l'air, vous avez un frottement qui permet à la partie métallique d'emmagasiner de l'électricité statique. Je prends cet exemple. Tout le monde a une voiture, et c'est certainement aperçu que parfois, quand on dans cette voiture et qu'on mettait la main sur la portière, on se recevait une décharge électrique. Ben, c'était de l'électricité statique, qui est produite pourquoi? Parce que la voiture, elle est hors sol, sur des pneus, c'est une cage de Faraday, et donc de ce fait, elle emmagasine l'électricité. Et vous, quand vous êtes à la terre, bien hop, vous prenez la décharge. Eh bien, ce qui s'est produit avec le ballon... Mais si vous êtes assis à l'intérieur de la voiture, vous ne sentez rien. On est protégé. Vous êtes protégé. Donc quand il y a de l'orage, il faut rester dans la voiture et ne plus bouger. Oui, tout à fait. Oui. C'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Donc,
là, ce qui s'est produit, c'est que lorsque le ballon était à l'atterrissage, on a envoyé une élingue, et l'élingue, justement touchante avec la personne qui l'a reçue de la Terre, a produit une étincelle électrique, et il y avait eu malheureusement une fuite d'hydrogène sur un tuyau, sur une vanne, qui avait divulgué dans l'air de l'hydrogène, et là elle s'est enflammée, et elle a enflammé tout le ballon. Une élingue, voilà. C'est un câble. Donc c'est pour vous dire que c'est pas l'hydrogène en tant que tel qui a été le vecteur de l'accident. Le vecteur de l'accident, c'était le défaut qui s'est produit sur les organes qui permettaient de gérer donc, le ballon. Et c'est pour ça que dans des usines, vous savez, bon, on en a fait gros cas des explosions qui ont eu lieu à l'étranger. En juin l'année dernière, oui, près d'Oslo, et en Californie l'année dernière, bon, ils ont dû, ça les a amenés à arrêter l'exploitation de toutes les stations hydrogène. Alors moi je veux dire que tout processus industriel a ses risques. L'hydrogène, aujourd'hui, on sait mesurer ses risques. Le problème, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il y ait une exploitation constante, c'est-à-dire qu'il y ait une maintenance qui soit parfaite pour pouvoir le faire. Ce qui veut dire que, bien entendu, l'exploitant, donc si c'est l'exploitant, je ne sais pas si ce sera la communauté, la ville, mais il faudra qu'ils aient des personnels compétents pour pouvoir justement assurer la maintenance de ceci. Mais c'est une filiale d'EDF là qui gère le dossier, oui, mais apparemment. Ce que je pense, c'est qu'il faudra que néanmoins la ville se dote d'une personne compétente pour prendre en charge le projet justement, pour pouvoir bien suivre dans son développement et ensuite, bien sûr, vérifier que le dispositif qui sera en charge de l'exploitation et toutes les mesures de maintenance et de sécurité en cours. Henri Maupoil, sans vouloir affoler la population, vous êtes quand même en train de nous dire que c'est très sensible comme station, type de station, et que ça peut être dangereux. Non, là c'est quand même pas une station, ça sera pas une station énorme. Il suffit d'alimenter pour le moment. Alors je pense qu'elle pourra peut-être être différente, mais pour le moment je pense qu'elle va être dimensionnée en fonction des objectifs voulus. Non, et comme 5 bus et un train. Voilà. Donc, mais je vous ai dit, on maîtrise la filière hydrogène, on la maîtrise. Enfin, vous avez l'air liquide. Elle fait que ça. Regardez, en ce moment, les gens qui sont en réanimation, c'est quoi avec les oxygènes? C'est ça. Hein. Donc, autrement dit, toute cette filière-là, elle est bien connue et elle est bien maîtrisée. Donc, le tout, je veux dire, le tout, c'est d'avoir une vigilance permanente sur l'entretien, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, l'hydrogène est un produit très corrosif. C'est-à-dire que l'hydrogène peut finalement avoir raison des parois et des meilleurs systèmes. Non, pas les parois, parce que les systèmes d'étanchéité. C'est surtout sur les vannes ou sur les systèmes de raccordement. C'est surtout à ce niveau-là. Bon, il y a toujours des faiblesses, quoi. Il y a toujours il peut toujours, si jamais la maintenance n'est pas faite en temps. Et là, il y a 2 ans de retard pour les bus, la mise en exploitation des bus à hydrogène. Il y a 2 ans de retard. Là, ils sont annoncés pour cet automne 2021. 3 bus minimum, il y en avait 5 de prévus au départ, chaque bus coûtant le double d'un bus normal, et donc il va falloir qu'il soit ravitaillé par l'hydrogène produit donc à l'électrolyse et stocké à la station rue de la Turgotine, ancien établissement Shell. Inauguration l'automne, et le train ce sera pour dans 2-3 ans, Auxerre Paris. Vous y croyez, vous, à l'inauguration à l'automne? C'est possible? Il n'y a pas une brique de posée? Il n'y a rien d'engagé? Vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas. J'ai l'habitude de conduire des projets. Alors, premièrement, il est sur un site, comme vous me dites, moi je ne le connais pas, hein, donc, mais c'est un site Shell. Donc, il va déjà falloir regarder si jamais ce n'est pas un site pollué. Bon, déjà. Ensuite, deuxièmement, ce qui va être installé dessus, c'est quand même une installation à risque. Donc, il faudra certainement qu'elle soit classée. Alors, elle soit classée de type Seveso, mais selon classement, haut, bas, donc, mais ça sera certainement un site classé. Donc, il faut que toutes les démarches soient faites. Administratives, etc. Donc, ça prend du temps. Les autorisations. Et puis ensuite, après, il y a la construction de la station. La station, on ne la construit pas en 5 minutes.
Donc, moi, si jamais, je vous le dis très honnêtement, si c'était fait pour l'automne, ça sera un exploit. Mais je pense que, à mon avis, on peut pallier. Ils vont inaugurer avec de l'air liquide, des bonbonnes. Ben, on peut pallier, c'est-à-dire que il peut y avoir une possibilité d'approvisionner les autobus par de l'hydrogène qui serait fourni, par exemple, par air liquide, qui sait d'ailleurs transporter, hein, ils ont des transporteurs, pour avoir justement des réservoirs qui permettraient de pouvoir alimenter les bus. C'est une possibilité. Et un bus comme ça, Auxerre, vous arrivez, il fonctionne, nous sommes à l'automne, vous montez dedans sans crainte? Ah ben non. Aucun problème. Non. Comment dirais-je? Regardez, vous avez de nombreux véhicules hybrides qui fonctionnent aujourd'hui. Vous n'entendez pas de problème. Non, la technique. Mais hybride, c'est à l'électricité. Oui, non, mais l'électricité fournie avec de l'hydrogène. Vous avez. Mais non. Le vrai hybride, c'est en effet un réservoir hydrogène qui alimente une pile à combustible, qui elle produit de l'électricité et qui fournit. Et bien entendu... Ça sera comme ça sur les bus. Voilà, comme ça sera sur les bus. Oui. Donc, alors, moi ce que je pense, qu'en définitive, aujourd'hui, la solution d'attente, ce serait plutôt d'avoir des bus complètement électriques. Parce qu'aujourd'hui, vous avez maintenant des bus qui fonctionnent avec des batteries qui ont des autonomies qui sont de l'ordre de 300-400 km. Ouais. Mais les navettes centre-ville à Auxerre fonctionnent déjà à l'électricité, tout électrique, depuis plus d'1 an. Oui, bah, pourquoi pas. Ouais. Mais ceci étant dit, je veux le dire, moi je ne suis pas contre ce projet, au contraire, j'y suis favorable, parce qu'il faut quand même penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est la diminution quand même du CO2. On va crever. Si on va comme ça, regardez, aujourd'hui les spécialistes pensaient que dans ce siècle, on augmenterait la température de 2 degrés. Maintenant on parle de 4 degrés. Vous vous rendez compte? Alors nous on ne le verra pas, hein, mais ça veut dire que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, quand ils seront à Migène, ils seront dans le climat de Montélimar. Donc, et ils mangeront du nougat. Oui, mais vous voyez le risque quand même potentiel. Alors, moi maintenant, je vais vous dire, j'ai un espoir. Et l'espoir, c'est ITER. Expliquez ce qu'est ITER, parce que tout le monde ne connaît pas Cadarache. Eh bien, ITER, c'est un projet énorme qui, s'il réussit, révolutionne le monde. C'est un projet qui, aujourd'hui, fait en sorte que l'on produira de l'énergie par la fusion nucléaire. Je dis bien fusion nucléaire. Car et non pas fission. Non, aujourd'hui, les centrales thermiques nucléaires qui fonctionnent par la fission nucléaire. Alors, expliquez tout simplement, hein, parce que une fission nucléaire, c'est par un processus nucléaire, bien sûr, on casse des atomes, on le casse en deux, on prend un atome, on le casse en deux. Ces deux éléments, donc négatif et positif, vont percuter d'autres atomes et ça fait une réaction en chaîne qui produit de la chaleur produit de l'eau, l'eau produit, la vapeur produit une génératrice et fonctionne l'électricité. Là, la fission, c'est au contraire, on fusionne deux atomes nucléaires. Mais seulement... S'ils veulent bien. Ils veulent pas. Ils veulent pas parce que le cœur des atomes, ce sont des atomes positifs. Alors, l'effet, c'est comme si vous avez des aimants. Chacun essayez de faire ça. Vous avez deux aimants. Vous avez les côtés positifs, vous essayez de les mettre. Ça vous repousse. Et bien là, c'est ce qui se produit. Donc, pour pouvoir les faire se fusionner, il faut refaire sur Terre le processus qui se passe dans le Soleil. C'est-à-dire monter, j'allais dire, les atomes à des températures énormes. C'est 150 000 degrés pour arriver à produire un plasma qui ensuite après va donc s'éclater sur la haute chaleur donc en atome nucléaire, mais seulement ce sont des atomes qui s'agitent de toutes parts et bien entendu si jamais ils vont sur les parois du réacteur, ils vont chauffer, ça ne va pas. Donc il fallait arriver à canaliser cette énergie et c'est ça le projet ITER. Et donc
canaliser le produit, c'est quoi? C'est en définitive faire un cercle, donc d'aimants, à l'intérieur duquel justement circulera ces atomes, et donc on les canalise en envoyant justement donc un courant magnétique qui va pouvoir les canaliser. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a déjà un projet qui est en cours au Japon, qui s'appelle le projet Tomahawk, et qui a réussi à justement faire cette canalisation. Mais bien entendu, c'est pas encore au point. Et puis, ce projet, il est à une dimension X fois inférieure à ce projet ITER, qui, je le rappelle, est un projet mondial. C'est-à-dire, il y a des centaines d'ingénieurs de toutes nationalités qui travaillent dessus. Et ça, c'est dans le Luberon? Alors, oui, c'est à Cadarache. C'est à Cadarache, voilà. Oui, à côté du fameux pont Mirabeau. Et donc, pourquoi c'est vraiment l'avenir? Ben, c'est parce que, en définitive, on ne prendra que de l'eau, on la transformera justement en énergie, avec comme seul déchet à l'extérieur de l'hélium. Et vous savez que l'hélium, c'est un gaz qui n'est pas dangereux. Bon, l'hélium, vous savez, c'est quand vous allez sur les foires là, pour gonfler les ballons des enfants, ben c'est ce produit-là qu'on met. Et donc, vous vous rendez compte que si jamais ce projet réussit, la face du monde change. Parce que vous aurez une énergie peu coûteuse et avec des quantités sans avoir, bien entendu, d'émissions de CO2. Donc, sans limite. Sans limite. Alors, combien de temps cela prendra-t-il? Certains disent des dizaines d'années, etc. Moi, je pense qu'on met beaucoup de moyens dessus. Et ça fait des années qu'on met des moyens. Il y en a même d'ailleurs qui commencent à critiquer. Certains, oui, parce qu'au départ, il avait été chiffré, je crois, de mémoire, hein, je vous donne, donc je peux me tromper, mais c'était 10 milliards. Et je crois qu'on en est à plus de 20 milliards et c'est pas terminé. Et donc ça risque d'être certainement beaucoup plus important. Mais qu'est-ce que c'est ce risque si jamais ça réussit? Vous vous rendez compte? Cet investissement, c'est rien par rapport à ce qu'il va rapporter. Donc, ça vaut le coup de faire ce projet. Dans la vie, quand on mène des projets, il faut savoir prendre des risques. Moi, vous savez, quand j'ai pris ces projets, j'ai pris ces risques. Je savais qu'il y a des risques, mais il faut faire le bilan entre ce que ça peut se rapporter et bien entendu les effets. Les effets positifs, les effets négatifs. Et là, moi, je dis que si ce projet réussit, c'est merveilleux. Vous y croyez? Moi, j'y crois. J'y crois parce que aujourd'hui, la compétence et la connaissance et la science ne fait que progresser. Et donc, regardez ce qui s'est produit. Moi, vous savez, quand j'ai pris des projets, j'étais pas sûr de les réussir. Hein. Vous savez, et donc... on ne vous a jamais coupé la tête. Non, on m'a jamais coupé la tête parce que ça a fonctionné. Vous avez réussi vos alors projets. C'était pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident, vous savez. Je me souviens que, par exemple, quand le projet informatique, normalement, pour pouvoir converser, et donc avec les grandes applications nationales de Gaz de France, vous voyez, c'est donc tout l'établissement, ça mettait en jeu tout le problème de la comptabilité de Gaz de France. Si jamais on se plantait, vous voyez le risque. Donc, quand on avait fait tous les tests, etc., tout fonctionnait bien, on refait un dernier texte, parce que ça devait passer le 1er janvier 1988, la veille de Noël, paf, en rade. Le bug. Eh bien, dites donc, là, je peux vous dire que j'ai pas passé une bonne nuit de Noël. La nuit de Noël, j'ai passé justement à converser avec les États-Unis pour faire venir justement un spécialiste de ce qu'on appelle les bases DB2 pour pouvoir venir. Et en effet, on a réussi dans la semaine à produire et le 1er janvier, donc le projet est réussi. Alors pourquoi ce projet? Peut-être pour expliquer, ce projet était important parce qu'à la direction de la recherche, elle percevait des subventions de la part de l'État pour la recherche. Et donc, au sein du conseil d'administration de Gaz de France, le représentant de l'État demandait toujours sur quel projet les sommes données avaient été investies. Mais comme la comptabilité était une comptabilité nationale, donc une comptabilité analytique, il n'était pas possible de dégager le projet en lui-même. Donc, moi, le projet, ça consistait justement à faire en sorte que chaque ingénieur puisse avoir lui-même sur son ordinateur la gestion de son projet lui-même, sur ses dépenses, gérer
ses dépenses, etc. Et ensuite, tout ça étant bien sûr restructuré et renvoyé dans la comptabilité générale. Voyez, et donc il y avait finalement de la comptabilité analytique. Voilà. Et là, on changeait. Vous voyez, on passait. Que certaines collectivités, et notamment le conseil départemental de Lyon, et d'autres, n'ont toujours pas, puisqu'ils sont soumis à la comptabilité publique, avec des lignes éparses. Alors, je dis donc, aujourd'hui, maintenant, toutes les entreprises conversent, chacun ses ils ont même plus besoin des grandes bases de données, puisque aujourd'hui, maintenant, dans un ordinateur, moi, l'ordinateur que nous avions à la direction de la recherche, ça représentait à peu près une superficie comme deux fois votre salle à manger. Aujourd'hui, ça, c'est dans un ordinateur portable. Oui. Donc, vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Miniaturisation. Henri Maupoint, dernière question. Est-ce que vous allez suivre l'évolution du dossier hydrogène de l'Auxerrois? Je vais m'y intéresser. Je vais m'y intéresser. Mais, encore une fois, de manière positive, parce que je pense que il faut aller vers des process qui soient nouveaux et qui permettent justement de diminuer la quantité de CO2 envoyée dans l'atmosphère. Donc ce projet-là, s'il est bien mené, s'il réussit bien, ben, je dis c'est une bonne chose, bravo, bravo.